garde des Sceaux, vous avez la République chevillée au cœur et au corps. La 6e République des radicaux attend votre éclairage pour inventer son ordre judiciaire et son esprit révolutionnaire. Je vous accueille avec plaisir à cette tribune. Merci à toutes, à tous, merci pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé et que vous me réservez régulièrement, puisqu'entre nous, il y a une vieille histoire d'amour absolument inépuisable. Je vais sur le terrain vous rencontrer lorsque vous m'invitez, je le fais toujours avec un grand plaisir. Je le fais toujours aussi avec une grande curiosité, parce qu'à votre contact, j'en apprends toujours un peu plus. Monsieur le Président Jean-Michel Baillet, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État Philippe Braillard, Monsieur le Sénateur, Président du groupe des sénateurs radicaux et autres, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, je suis venue jusqu'à vous ce matin pour échanger sur ce sujet extrêmement important qui occupe les esprits de génération en génération en réalité, parce que la question posée, c'est celle de la légitimité des juges. Et cette question de la légitimité des juges, depuis 200 années, nous y apportons des réponses diversifiées. Aucune d'entre elles ne semble satisfaire pleinement, pour la simple raison que le sujet n'est pas simple et que la question du rapport de la justice aux autres pouvoirs est une question essentielle qui conduit à faire varier les réponses pertinentes selon les périodes. C'est une question qui a traversé les esprits, qui a occupé les débats et qui parfois a profondément perturbé. La dernière grande perturbation a été la Deuxième Guerre mondiale et l'attitude d'une partie de la magistrature pendant cette Deuxième Guerre mondiale. Mais depuis la Révolution française, la question est récurrente. Elle a été posée d'une façon particulièrement aiguë ces dernières années, notamment en 2007, lorsque un certain nombre d'affaires concernant la délinquance économique et financière a touché des chefs d'entreprise ainsi que des élus. Et ce qui est caractéristique en 2007, puisque je disais que la question est récurrente, donc elle revient très très régulièrement avec simplement une acuité variable, mais ce qui est particulier en 2007, c'est que cette irruption à nouveau de la justice dans des affaires de délinquance économique et financière a donné lieu à une expression de la part de la voix la plus élevée dans notre République, à savoir la voix du chef de l'État. Et c'est le chef de l'État qui va parler de gouvernement des juges. Il va parler de gouvernement des juges à cette occasion particulière, non pas à l'occasion de jugements qui concernent des justiciables ordinaires, des citoyens, mais à l'occasion justement de cette affaire concernant la délinquance économique et financière. Gouvernement des juges, de la part du chef de l'État, une expression dont on doit se rappeler quelle est son origine. En fait, elle a été utilisée par Édouard Loumbert à l'occasion du début du XXe siècle dans un ouvrage de 1921 qui concernait les États-Unis. Et il a parlé du gouvernement des juges pour évoquer justement, de la part des juges, des pratiques qui consistaient à s'éloigner des règles de droit, à s'éloigner des lois et à faire prévaloir leur appréciation personnelle et leur positionnement partisan. Il est quand même assez paradoxal qu'on entende en France une évocation par la voix suprême de la République du gouvernement des juges en référence à cette contestation du gouvernement des juges parce que justement ils utilisaient leurs appréciations personnelles ou leur positionnement partisan plutôt que de se soumettre strictement au droit. Ensuite, nous avons vu surgir le laxisme des juges. Le laxisme des juges a été utilisé pour prétendre que les juges n'étaient pas suffisamment sévères. Et une façon de corriger ce laxisme des juges a été d'instaurer des citoyens assesseurs. Or, il s'est avéré que ces citoyens assesseurs, une fois qu'ils avaient reçu une formation, qu'ils étaient intégrés dans les formations de jugement, prononçaient des jugements plus cléments que ceux qui étaient prononcés par les magistrats professionnels. Donc, l'idée qui consistait à penser que le citoyen introduit dans l'institution judiciaire et chargé de la fonction de juger serait plus sévère parce qu'il y avait un discours politique
de sévérité de contestation de laxisme des juges, cette idée-là s'est trouvée contrecarrée par les décisions qui ont été prises par les citoyens assesseurs. Par la suite, c'était en 2010, nous avons entendu un ministre de l'Intérieur, c'était M. Hortefeux, déclarer qu'il fallait que les présidents de tribunaux correctionnels ainsi que les juges d'application des peines soient élus. Pour ce qui concerne les affaires relatives à la délinquance économique et financière, il est intéressant de noter que même sous ce quinquennat, cette obsession chez certains responsables politiques, cette obsession demeure, puisque à l'occasion de 2 discussions législatives, l'une qui concernait la lutte, le projet de loi de lutte contre la fraude fiscale, et l'autre qui concernait la réforme pénale, c'est-à-dire le projet de loi de prévention de la récidive, des amendements ont été déposés dans les 2 cas pour interdire strictement toute peine d'emprisonnement pour les personnes reconnues coupables de délinquance économique et financière. C'est quand même intéressant de la part de ceux qui nous expliquaient à corps et à cri qu'il fallait absolument emprisonner, y compris pour un mauvais regard. Il est intéressant de noter que sur ce type d'affaires en particulier, ils réclament l'interdiction stricte à inscrire dans la loi de toute peine d'incarcération, donc contre la fraude fiscale, aussi bien que pour toute délinquance économique et financière. Cela rejoint une volonté qui avait été exprimée par le pouvoir politique sous le précédent quinquennat et qui visait à supprimer le juge d'instruction. Il y a, si je rappelle tout ça, c'est pour rappeler qu'il y a un rapport particulier, particulièrement compliqué entre le pouvoir exécutif et l'autorité judiciaire. Mais il est vrai que la question que vous posez aujourd'hui, quant à la pertinence éventuelle de l'élection du juge, cette question n'est pas totalement étrangère ni à nos pratiques ni à notre histoire. Elle n'est pas étrangère à notre histoire puisque la Révolution française elle-même a voulu mettre un terme à la patrimonialité des charges de justice. Et elle a voulu que les juges, d'une part, aient une compétence réelle, et non pas simplement une capacité d'acquérir une charge de justice. Elle a voulu aussi, elle a également eu un souci de représentativité des juges. Et c'est ainsi qu'en 1790 a eu lieu une élection de juges parce que l'Assemblée constituante a préféré sortir du régime monarchique et donc faire procéder à une élection des juges. Les élections des années suivantes n'ont pas pu avoir lieu parce qu'entre-temps, il y a eu des manipulations électorales. Ça se faisait à cette époque-là, oui, ça se faisait. Je ne suis pas sûre que ce soit terminé, mais ça se faisait. Il y a eu des manipulations électorales. Ensuite, il y a eu des nominations. Vous avez compris, tout ça a été terminé en 1802, simplement parce que, évidemment, Napoléon Bonaparte était passé par là. Cependant, pendant tout le XIXe siècle, et la Troisième République en particulier, vous savez quelle influence les radicaux ont eu sur la Troisième République, avec d'éminentes personnalités. Je pense à Gambetta, bien entendu, à Jules Ferry, à Clemenceau, à Charles Cher aussi. Pendant toute cette Troisième République, il y a eu une interrogation, justement, sur l'inamovibilité. Et les radicaux considéraient que l'inamovibilité n'était ni une garantie d'indépendance de la magistrature, ni une garantie de protection des justiciables, mais au contraire un principe monarchique et donc une survivance du système monarchique et du régime de patrimonialité des charges de justice. Ils vont donc souhaiter que les juges soient élus au suffrage universel direct. Ça, c'est une demande des radicaux dans toute cette période où, par exemple, les conseillers d'État seront élus par les parlementaires, parce que les conseillers d'État, ils étaient chargés déjà de conseiller le gouvernement, mais également déjà aussi d'assurer le jugement administratif suprême. Donc les radicaux vont vouloir échapper à ça. Et il y a effectivement une loi qui, en 1883, va permettre la suspension pendant 6 mois de l'inamovibilité des juges et permettre à l'époque, on parlait effectivement d'épuration. On parlait d'épuration, on parlait de régénération, on parlait de républicanisation de la magistrature. Et les radicaux vont se battre donc pour que la magistrature soit républicanisée, que l'on sorte effectivement des anciens parlements. Alors, les anciens parlements ont été en effet asservis au pouvoir de la monarchie. Il est intéressant de noter que dans certains parlements, il y avait aussi une contestation des décisions du roi. Parce que ce sont les parlements qui devaient transcrire les décisions du roi.
Et il pouvait contester donc la transcription, et il est arrivé que les parlements soient des opposants directs de la monarchie. Il n'empêche que, d'une façon générale, les parlements sont effectivement l'émanation de la volonté monarchique et de sa traduction judiciaire. Donc les radicaux vont vouloir lutter contre cela, et c'est vrai qu'à la fin du 19e siècle, dans les années 1880-1883, il va, un petit peu après, il y aura une bonne vingtaine de départements qui sont absolument tenus par des anti-républicains. Et donc, cette suspension pendant 6 mois de l'inamovibilité des juges va permettre effectivement de républicaniser la magistrature sur l'ensemble du territoire. Mais la question demeure de la légitimité des juges. Et sur l'élection, on peut se demander quel défaut. Alors, Alain Touré avait raison de rappeler que nous avons aujourd'hui encore des juges élus. Nous avons aujourd'hui encore des juges élus. Il demeure que l'élection contient un certain nombre de défauts intrinsèques. Le premier défaut intrinsèque de l'élection, c'est de poser la question des contre-pouvoirs. Que l'on se réfère aux travaux de Montesquieu ou à ceux de Locke, on doit s'interroger sur le contre-pouvoir. Si il y a un pouvoir qui est instauré par un suffrage d'où émanerait l'autorité de ces juges. Et puis évidemment la question de la possible destitution de ces juges. Parmi les pays de référence, nous avons les États-Unis et la Suisse. Nous regardons ce qui s'y fait. Au niveau de la destitution, il y a 2 procédures possibles. Il y a ce qu'on appelle la Grèce, qui émane du pouvoir législatif, et c'est le pouvoir législatif qui peut effectivement contester le maintien d'un juge qui a été élu, ou alors la recall, qui est une pétition, donc de émanement des citoyens, qui doit être confirmée par un référendum et qui permet là aussi la destitution. Donc, si nous nous interrogeons sur l'élection des juges, il nous faut nous interroger aussi sur la façon de mettre un terme à leur fonction. Un autre grand défaut est évidemment celui de la compétence, et je crois que Maître Avril a abordé de ce que j'ai retenu du résumé rapide qu'il a fait, et je lui enseignerai parce que je crois qu'il a pris la peine de dire quelques mots plus précis sur ce qu'il avait dit en mon absence, pour me permettre de percevoir la tonalité de son intervention. Donc si je ne me suis pas trompée, j'ai compris, Maître, que vous avez abordé la question de la compétence. Oui, la compétence avec un droit qui est devenu de plus en plus complexe, de plus en plus technique, et qui demande une spécialisation parfois sur certains contentieux. Donc, quelle garantie peut-on avoir de compétence lorsqu'il y a élection des juges? Ça, c'est un vrai sujet. Je disais qu'Alain Touré a parfaitement raison de rappeler que nous avons aujourd'hui encore des juges qui sont élus, les juges consulaires sont élus, les conseillers prud'homaux sont effectivement élus, les juges qui siègent dans les tribunaux paritaires des beaux ruraux sont aussi élus. Simplement, c'est justement du fait de leurs compétences qu'ils sont élus. Les juges consulaires sont élus parce qu'ils viennent des milieux professionnels sur lesquels ils vont exercer leur magistère. Donc, ils ont cette compétence au préalable, et je crois que Mme Patry avait raison de poser la question en matière de compétences et mettre la rue sur le concours, la compatibilité entre l'élection et le concours. Mais évidemment, pour un juge judiciaire, il n'y a pas une compétence venant d'un milieu particulier, que ce soit pour les prud'hommes la compétence des conseillers salariaux, des conseillers patronaux, que ce soit pour les juges consulaires la compétence de ces juges consulaires. Le juge judiciaire, il doit traiter de sujets extrêmement multiples, extrêmement divers, complexes, avec des contentieux simples, avec des contentieux aussi très compliqués, qui ont parfois une part de leur traitement qui est lié aussi à des textes de loi d'origine européenne, avec une interférence entre les dispositions internationales également. Donc la question de la compétence est une question majeure, Et si on retenait le principe de l'élection pour les juges judiciaires, il faudrait traiter très sérieusement de cette question-là. Il y a une autre question sensible qui a été évoquée par Mme Patry, c'est la question du financement de la campagne électorale. Est-ce qu'elle est financée en termes d'appartenance partisane? Et dans ce cas-là, évidemment, les juges, après, lorsqu'ils exercent leur fonction, ils l'exercent en fonction de la ligne politique de leur parti. Pour certains partis, j'avoue que je n'ai pas d'angoisse particulière.
Pour d'autres, je tremble terriblement. Autrement, il faudrait être fortuné, ça veut dire que nous assumons clairement l'instauration d'une plutocratie dans la magistrature. Juste les personnes qui ont une fortune seraient en capacité de postuler à une fonction de juge. Ou alors, et nous reviendrions là, évidemment, aux charges de justice d'avant la Révolution. Ou alors, ces personnes dépendraient des dons ou du financement public. Dans tout état de cause, la question de la compétence demeure posée une fois que la campagne a été conduite. Mais une fois que le juge est élu, il est élu, autant le magistrat doit respecter les principes d'impartialité, autant l'élu, lui, est tenu par les promesses qu'il a pu faire. Et il est bon que l'on soit tenu par les promesses que l'on a faites. Oui, il est bon que l'on soit tenu. D'abord, pour commencer, si on est tenu par ces promesses, on évite de faire des promesses inconsidérées. Ensuite, bien entendu, c'est une question de loyauté vis-à-vis des électeurs, de respect de ces électeurs et bien entendu de crédibilité même du système démocratique qui permet ce type d'accession à des responsabilités. Si les promesses ne sont pas un engagement pour la personne élue, le système démocratique lui-même perd de sa crédibilité, donc de sa vitalité, de sa force. Cela veut dire que le juge va se retrouver dans la situation d'un élu qui doit tenir les promesses. Or, pour être élu, évidemment, il aura fait quelques promesses, quelques-unes peut-être bien considérées, quelques autres peut-être un peu opportunistes. Mais imaginons ce que serait une institution judiciaire et un corps de magistrature qui serait tenu de tenir des promesses opportunistes. Donc la question du statut d'un juge qui doit être impartial et d'un juge qui a été élu et qui donc doit non seulement tenir ses promesses, mais passer son temps à observer sa courbe de popularité et préparer sa réélection, je pense que nous aurions une magistrature extrêmement inquiétante. Le dernier grand défaut de l'élection, c'est le principe même, bien entendu, d'une campagne électorale. C'est très aimable. Merci. C'est le principe, est-ce que ça fait une voix plus claire? Même pas. C'est le principe même d'une campagne électorale. Il demeure que la question que j'évoquais au début reste là sur la table, la question de la légitimité des juges. Et c'est un sujet pas simple, puisque nous avons vu que, ne serait-ce que dans l'atelier, sur l'estrade, 2 membres du parti se réclament de lignes qui me paraissent assez divergentes. Alors, je sais que dans ce parti, oui, voilà, je sais. C'est pour ça que j'éprouve une si grande aisance parmi vous. Je sais. Je sais que c'est un parti où le débat est une valeur essentielle et je crois que c'est une des grandes qualités de ce parti politique. Le débat, la controverse même, je crois qu'il y a une vraie passion pour le débat, pour l'échange, pour le constat de la divergence et la bataille pour essayer de rapprocher les points de vue. Donc sur un sujet aussi sensible que celui-là, il est normal qu'il y ait des interrogations et des constructions de réponses qui ne soient pas absolument les mêmes. Mais en tout cas, il est évident que le fait même d'interroger l'élection du juge et d'y répondre de façon aussi différente, ça rappelle que vous prenez très au sérieux la relation que la magistrature entretient avec le pouvoir politique. Parce que finalement, la structure même, l'épine dorsale du sujet de la légitimité des juges, c'est bien la question de son rapport au pouvoir politique. Donc, comment répond-on aux interrogations légitimes sur la légitimité des juges?
Pour l'instant, notre système y répond évidemment par le concours républicain qui a remplacé la patrimonialité des charges. Notre système y répond par le serment qui engage le magistrat, la magistrate qui le prononce. Il répond également par l'éminence de la fonction, bien entendu. Il répond par l'impartialité à laquelle doit se conformer le magistrat ou la magistrate. Mais on peut admettre que ces conditions-là ne garantissent pas nécessairement pendant toute une pratique professionnelle l'absolue impartialité des juges et leur neutralité, parce que leur fonction est élevée. Ils exercent cette haute mission par transfert du pouvoir régalien de l'État. Des femmes, des hommes ont pouvoir sur la liberté, non plus sur la vie, mais ils avaient jusqu'en 1981 pouvoir sur la vie de leurs égaux. Aujourd'hui, ils ont pouvoir sur la liberté en restriction ou en suppression de liberté de leurs égaux. C'est donc une haute mission régalienne et elle participe de la paix sociale, aussi bien dans le domaine pénal, là où le procès doit finir par éteindre le conflit ou donner un acte final à l'acte de délinquance, mais dans le domaine civil aussi, puisque la décision de justice doit apporter la paix entre deux parties et donc éteindre là aussi un litige. Il faut donc répondre à cette interrogation sur la légitimité. Je le disais, nous le faisons par le concours, par le serment, par la fonction éminente, par les modalités de nomination. Et bien entendu, ces modalités interrogent aujourd'hui encore, notamment pour ce qui concerne le ministère public, c'est-à-dire le parquet. Et ce qui a évolué, en fait, depuis l'instauration du concours, c'est-à-dire la mise en place en 1958 du Conseil national, du Centre national d'études judiciaires qui a été remplacé en 1971 par l'École nationale de la magistrature. Il y a une évolution qui a permis effectivement de sortir de ces juges propriétaires et rentiers pour les remplacer par des magistrats formés et qui exercent au nom du peuple français. Mais il y a depuis une évolution qui nous permet de considérer que la magistrature représente le peuple français. Parce qu'effectivement, les jugements sont prononcés au nom du peuple français. Mais il faut que ce soit de tout le peuple français. Il faut déjà que la magistrature elle-même soit représentative de tout le peuple français. On peut constater que ces dernières années, l'évolution de la féminisation, qui d'ailleurs maintenant, aujourd'hui, les femmes sont devenues majoritaires, en tout cas à la base de la pyramide. La féminisation a plus que doublé en une trentaine d'années. Mais par ailleurs, l'ouverture des classes préparatoires intégrées, qu'on appelle classes d'égalité des chances, permet la diversité sociale, c'est-à-dire que des personnes qui n'ont pas plus facilement accès au concours de la magistrature puissent accéder. Nous intégrons également des personnes qui ont eu une expérience professionnelle différente pendant plusieurs années et qui peuvent désormais entrer dans la magistrature. Ensuite, il y a la formation continue qui est devenue obligatoire depuis 2008. Et dans le cadre de la réforme de la justice du XXIe siècle, je vais introduire les conseils de juridiction qui permettront que la communauté de travail des juridictions, c'est-à-dire les magistrats, greffiers et fonctionnaires, mais également les partenaires habituels, c'est-à-dire les avocats, les huissiers, les notaires, la protection judiciaire de la jeunesse, l'administration pénitentiaire et la société civile à travers les associations, puissent travailler ensemble, c'est-à-dire être dans la société, dans la cité, et partager avec la société des réflexions sur la politique d'aide aux victimes, la politique d'accès au droit et à la justice, la politique de conciliation et de médiation. Donc il y a une évolution encore possible. Mais la question centrale demeure de l'impartialité, de la neutralité. Avec la loi du 25 juillet 2013 qui interdit les instructions du garde des Sceaux dans les affaires pénales, avec cette loi du 25 juillet, nous avons effectivement distendu les relations entre le pouvoir exécutif et la magistrature. Il demeure que le garde des Sceaux doit assumer ses responsabilités. C'est pour ça que les circulaires de politique pénale doivent assurer l'unité sur l'ensemble du territoire
de la politique pénale et veiller à ce que les citoyens aient accès à la justice dans les mêmes conditions partout sur le territoire, que les jugements soient prononcés selon les mêmes principes et les mêmes règles partout sur le territoire. Cela renvoie bien entendu à une question essentielle, celle de l'indépendance de la magistrature dans la tête des magistrats. Nous avons présenté un projet de réforme constitutionnelle pour réformer le Conseil supérieur de la magistrature. Et quels que soient les progrès que nous ferons sur les modalités de nomination, sur l'indépendance du ministère public qui représente non pas l'État, non pas le gouvernement, mais la société, quels que soient les efforts que nous ferons, si l'indépendance n'est pas dans la tête des magistrats, et non pas par exemple pour sanctionner selon leur goût, selon leurs préférences, mais s'ils n'échappent pas à leurs appartenances de réseau, s'ils n'échappent pas à leurs préjugés, s'ils n'échappent pas à leurs aversions, s'ils n'échappent pas à leurs sympathies, quels que soient les dispositifs que nous mettrons en place, les magistrats ne seront pas indépendants, ils seront peut-être indépendants du pouvoir politique, mais ils seront dépendants de leur propre passion. Or, Lacordaire disait qu'il n'y a de liberté que là où le droit l'emporte sur les passions. Il faut que le droit arrive à l'emporter dans la tête des magistrats sur toutes leurs passions, y compris sur leurs passions contre les puissants. Parce que les puissants sont des citoyens qui doivent être jugés selon les droits, selon le droit. Ils n'ont pas à être protégés, ils doivent être jugés selon le droit. Il faut que le droit l'emporte sur toutes les passions. Merci. Je voudrais, dans le but de nous tous, parce que tellement de travail économique, dire à Christiane qu'elle est chez elle, au parti radical de gauche, que nous l'accueillons toujours avec plaisir, et que nous lui montrons quoi elle est de l'autre à sa c'est la famille définitive. Je vais s'inviter, je vais s'appeler ça aussi. Je pense que